Ici, vers 8000 avant notre ère, on trouve déjà des pins, des chênes caducifoliés et du chêne vert. Le réchauffement de la planète est lié à l'augmentation de l'effet de serre en relation avec un dégazage dans l'atmosphère de CO2 provenant des océans. Il va bénéficier à certaines essences plutôt qu'à d'autres. C'est d'abord le chêne vert qui va se trouver favorisé, relativement au chêne blanc, qui va faire les frais de la mise en culture des vallées et des bassins. On le voit aujourd'hui encore, le chêne blanc est très largement minoritaire dans les zones de garrigues, comme ici, près du pont du Gard, où il forme des bosquets, alors que le chêne vert s'est arrogé l'ensemble des zones calcaires au sol pauvre. Le chêne vert, c'est l'arbre de la garrigue. C'est l'arbre qui a été remplacé par cette formation végétale, aussi odorante qu'irritante. Le responsable de ce phénomène, c'est l'homme. Pendant des milliers d'années, il a exploité la ressource en bois. Le chêne vert est à de nombreux points de vue un excellent bois. C'est d'abord un très bon combustible, un des meilleurs qui soit. Il s'est donc très vite attiré les velléités consommatrices de la société. Les communautés villageoises l'ont exploité sans trop prendre de précautions, et ce jusqu'au XVIIe siècle. Déjà, dès le début du XVIe siècle, les États de Languedoc se plaignent de la grande dépopulation des forêts. Des cartes postales de la fin du XIXe siècle montrent l'état dans lequel se trouvaient les collines du Languedoc ou de la Provence. On retrouve là les aires de Palestine dont nous parle André Gide lorsqu'il allait chez son oncle à Uzès, traversant le massif des Garrigues pour passer le Gardon par le pont Saint-Nicolas de Campagnac. Mais le chêne vert, c'est aussi un excellent matériau de construction, que ce soit pour les toitures, les linteaux des portes et fenêtres. C'est un bois pour l'ébénisterie ou les pièces des systèmes d'engrenage de la grande industrie du Moyen-Âge. Il s'agit bien de la minoterie. Que ce soit les moulins à foulons, dont le mécanisme des marteaux était fait de chêne, que ce soit les moulins à blé, dont les roues et les mécanismes de transmission étaient faits du même bois, l'artisanat médiéval et moderne, et ce jusqu'à la révolution industrielle, l'utilisait à qui mieux mieux. Il fallait compter également avec les maréchaux ferrants, qui en brûlaient des tonnes, au même titre que les verreries des gentilshommes que l'on plantait au beau milieu des forêts de chêne vert, comme à Méjeanne-le-Clap dans le Gard. On trouve une autre industrie qui s'est souvent concentrée aux extrémités des territoires communaux, la fabrication de chaux. Cette activité, liée à la maçonnerie et à la tannerie, était dangereuse. Elle était donc tenue éloignée du village. Comme elle était forte consommatrice de bois pour l'alimentation des fours à chaux, en localisant cette activité à l'orée des territoires, au plus près des frontières avec les communes voisines, les autorités villageoises espéraient qu'une partie du bois brûlé proviendrait des territoires voisins. Souvent, ce n'était que rendre la monnaie de sa pièce aux voisins indélicats. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'alimentation des cheminées et le chauffage des maisons des villageois n'a pas constitué le facteur le plus important de destruction de la forêt de chêne vert. Les habitants, qui possédaient en commun une bonne partie des garrigues et des espaces boisés, n'avaient le droit que de ramasser le bois mort et les essences de peu de valeur, comme les pistachiers lentisques, la nette, les arbrisseaux divers et variés, qualifiés de méchants bois. Des systèmes de coupe réglés furent mis en place au plus tard au XVIIe siècle, selon les régions. Les réglementations communales pouvaient être très strictes. Cependant, sur ces vastes espaces, le vol de bois était fréquent et d'une certaine manière assez aisé, malgré la difficulté que représentait l'évacuation de l'objet du délit. On voit dans les archives des consuls, c'est-à-dire les représentants des habitants des villages, des maires en quelque sorte, se plaindre d'être la proie de pillards qui, bien organisés, venaient la nuit couper les arbres, les dessoucher, prendre jusqu'aux racines pendant que des complices surveillaient les alentours, juchés au sommet des collines les plus hautes. Prendre les racines, c'était tirer sur l'avenir. Le chêne vert, c'était d'une certaine manière le pétrole du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Sauf qu'il était endogène. On connaît le charbon de terre depuis l'époque médiévale, mais on l'utilisait peu ou pas.
on lui préférait le charbon de bois, que l'on produit dans des charbonnières, que l'on fait fumer des jours durant pour lentement dissiper les fractions liquéfiables et gazéifiables contenues dans le bois. Pour cela, il fallait le brûler lentement pour le carboniser. Une fois produit, ce charbon de bois était mis en sac et vendu sur les marchés. Les forgerons, les maréchaux ferrants en avaient besoin pour faire monter rapidement en température leurs fourneaux. Le charbon de bois, c'était donc l'énergie la plus efficiente, la plus compacte, la plus aisée à produire, à transporter. Bref, c'était ce qui se faisait de mieux. Et les hommes de ce temps ne se sont pas privés de l'exploiter. Avec le 19e siècle et l'explosion de l'industrie, la demande en charbon de bois a augmenté en flèche et les charbonnières étaient légion dans la garrigue. À Colias, des immigrés italiens sont venus mettre au profit de la France leur savoir-faire ancestral. Une véritable industrie animait les garrigues des faces noires des charbonniers.